à s'adresser au Euh, public. D'accord, Alors, donc, c'est surtout Ennis qu'on entend, donc je m'approche un peu de lui parce que c'est lui qui a le micro. Vous, vous nous entendez en salle, mais en ligne, ils entendent surtout Ennis, hein, il a le micro là. d'accord, ouais, Donc, bonjour à tous. En fait, cette conférence, elle est organisée pour une série qui a été, enfin, qui tourne autour de l'exposition Boutique chinoise qui a été empruntée par la BU Droit Lettres. Et cette exposition donc, a lieu donc, pas loin de chez vous. Vous voyez où est-ce qu'elle est, la BU Droit Lettres. Donc, elle a lieu jusqu'au 31 mars. Donc, le but de ces mini-conférences ou causeries, c'est d'inviter des gens. Alors, Ennis Rockel, c'est quand même une pointure à La Réunion. Si vous ne connaissez pas, vous irez chercher. Donc, il publie, il est guide interprète. Il passe souvent à la radio, à la télé, dans des émissions. Donc, en fait, il est très connu à La Réunion. Il est d'origine brésilienne, il faut savoir. Il est réunionnais d'adoption. Ça, c'est très intéressant comme parcours pour vous, déjà, parcours professionnel. Et donc, le but, c'est de vous donner différents points de vue par des gens qui ont des métiers différents et des parcours très différents sur cette exposition et enrichir votre regard. Alors, pourquoi? C'est parce que dans votre parcours professionnel, peut-être que vous ferez de la médiation culturelle ou un métier qui ressemble à celui d'Ennis. Donc, ça sera aussi intéressant de voir avec lui son parcours professionnel. Et je pense que la valeur ajoutée quand vous parlez des langues étrangères, anglais ou chinois, donc anglais ou chinois, c'est des outils pour communiquer, mais la valeur ajoutée que vous allez apporter par rapport à d'autres personnes qui parlent anglais et chinois aussi bien que vous, c'est votre connaissance de la Réunion et de votre environnement. Donc, plus vous absorberez au cours de vos études du contenu avec des gens comme Ennis qui savent beaucoup de choses et qui savent très bien raconter, donc là, c'est vraiment un cadeau qui nous fait en étant là. Voilà, plus ça vous apportera pour votre parcours personnel et votre différenciation par rapport à une recherche future d'emploi, par exemple. Voilà. Donc, merci à tous d'être là et je passe la parole à Ennis. Voilà. Il faut regarder un petit peu vers la caméra. d'accord. Bonjour. Et puis on va Alors bonjour à tous, je suis ravi de me retrouver devant deux auditoires différents, un chair et un os et puis un autre virtuel, pour vous raconter un peu à ma manière quelques tranches de vie des familles chinoises. Donc là, surtout, Marina, vous m'appelez si les diaporamas ne passent pas. Merci. On va commencer. D'accord. Alors, j'aimerais vous amener à 1828. Nous avons un personnage dans l'histoire de la Réunion qui n'est pas chinois, qui est un créole de Saint-Benoît. Son nom, c'est Nicole Robinet de la Serve. Il avait été viré de la Réunion quand les Anglais ont pris possession de l'île en 1810. Il y avait une bande d'une centaine de jeunes à cette époque-là qui ne voulaient pas être sous le joug des Anglais. Et alors, ils cassaient les pieds de l'administration anglaise tout le temps. Et les Anglais, dans leur fair-play légendaire, ont pris cette centaine de jeunes, ont mis dans un bateau, ils les ont tous envoyés sur Paris. Et alors, dans la centaine de jeunes qui ont débarqué en France, il y en a qui avaient de la famille, il y en a qui avaient les moyens, et il y en a qui n'en avaient pas. Donc, certains vont finir leur vie sous les ponts et d'autres vont pouvoir poursuivre leurs études, vont être accueillis par des gens de la famille. C'était le cas de Nicole Robinet de la Serve, qui va terminer sa formation en droit, qui deviendra journaliste. Et puis, en 1826, il apprend que sa maman est gravement malade. Donc, il décide de venir avec son épouse et ses deux jeunes filles qu'il avait, encore enfants. Et il débarque à Saint-Benoît et il rencontre l'île de la Réunion dans un état administratif bizarre. Il y avait là un gouverneur qui décidait de tout et la population n'avait pas son mot à dire dans cette administration-là. Bon, c'est lui qui va se lancer dans des transformations importantes. Il va créer une association basée sur la franc-maçonnerie, c'est-à-dire une société secrète
Il va fédérer beaucoup de gens importants de l'administration et il va forcer le gouverneur Duval d'Ailly à créer un conseil général. Donc, c'est grâce à l'action entre autres, hein, de Nicole Robinet de la Serve que le conseil général va être créé à l'île de la Réunion. Et là, nous sommes dans les années 1831. Et lui, en 1828, va demander, puisqu'ils avaient construit une très grande usine à sucre, qu'il va donner le nom des Colosses, parce que c'était la plus grande de l'époque, et va demander autorisation de faire venir environ 150 engagés. Nous sommes 20 ans avant l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est un pionnier de l'engagement. Donc, l'engagement va commencer, à vrai dire, par cette action de Nicole Robinet de la Serve. Il avait des esclaves aussi, hein, mais il va faire venir néanmoins 150 Indiens qui étaient, parce qu'il estimait que le travail salarié serait mieux fait que le travail obligé. Voilà. Donc, nous sommes dans cette période-là. Le problème, c'est que avec l'engagement des Indiens, les Indiens, vous savez, ce sont des personnes dociles de nature. Un Indien, et d'autant plus ceux qui sont venus travailler chez nous. Ils n'avaient aucune formation, ils n'avaient pas c'était des gens très simples. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Alors, il y avait des précepteurs qui s'occupaient d'eux, mais il y avait beaucoup d'abus. Il y avait beaucoup de maîtres qui leur faisaient travailler des heures pas possibles, qui leur faisaient travailler dans des activités qui n'étaient pas dans les contrats. Donc, les avocats à l'époque avaient beaucoup de boulot, quoi, hein, pour essayer de ramener certains maîtres, certains patrons à l'ordre. Alors, à l'île Maurice, nous avons à peu près la même histoire, sauf que là-bas, il y avait plus d'engagés qu'à l'île de la Réunion. Donc, à un moment donné, le vice-roi anglais des Indes va fermer le robinet. Il va dire, je n'en vois plus d'engagés à l'île Maurice. Et figurez-vous que le gouverneur français des Pondichéry va lui emboîter le pas. Lui aussi va dire, j'en vois plus d'engagés indiens à l'île de la Réunion. Alors là, on se trouvait dans une situation très difficile. On ne pouvait plus acheter et vendre des esclaves. Ça, depuis 1830, ça avait été criminalisé. Et on ne pouvait plus non plus faire venir chez nous les engagés indiens qui nous rendaient d'énormes services. Parce que l'Indien, lui, était un noir fait, comme on disait à l'époque. Il avait déjà un métier. Il était palefrenier, il était cuisinier, il savait tisser le coton, il savait s'occuper des chevaux. Voilà. Et par là, on est dans une impasse. Il nous restait à peu près 800 engagés indiens dans la colonie de la Réunion. C'est là qu'on va se retourner vers les Chinois. Certains navigateurs, commerçants, qui passaient du côté de la Chine, Macao, enfin ces régions-là, disaient aux propriétaires réunionnais, vous savez, il y a beaucoup de Chinois qui viennent là-bas en quête d'un autre pays parce qu'en Chine, en ce moment, il y a la disette. Et c'est comme ça qu'on va avoir l'idée de faire venir des engagés chinois. Et là, nous sommes à la fin du... Je crois que je vais avoir besoin de toi pour faire marcher la zapette. Hein, parce que... Donc là, on aura besoin, on aura l'idée hein, de faire venir des engagés chinois. Mais ça ne va pas se passer de façon simple. Hein, ça ne va pas se passer de façon simple. Il y a certains propriétaires réunionnais qui vont se dire, oui, mais attention, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Ils sont réputés être des gens assez rudes. Ils ne savent pas lire et écrire, mais ils savent compter. Ils sont très susceptibles. Regardez, à l'île Maurice, ça ne passe pas aussi bien qu'on peut le penser, parce que les Chinois étaient déjà présents à l'île Maurice. Donc, mais d'autres disaient non, et si ça ne se passe pas très bien à l'île Maurice, c'est parce qu'ils sont maltraités. Parce que si vous les traitez convenablement, ce sont les meilleurs travailleurs du monde. Donc, c'est à partir de là qu'on va décider, enfin, de faire venir les premiers Chinois en tant qu'engagés pour travailler dans les différentes propriétés réunionnaises. Et là, je vais passer déjà à la deuxième image que vous pouvez voir là.
mais on va la mettre en grand. Vous avez là un dessin qui a été fait des établissements Kervegen. Alors, le dessin, il a été fait en 1862. Et là, on a une vingtaine d'années auparavant, hein. On est en 1880, on est en 1843, donc une vingtaine d'années auparavant. Alors, semble-t-il, vers décembre 1843, une dizaine de Chinois venant de la région de Canton. Alors, c'était des gens que se connaissaient, soit parce qu'ils étaient de la même famille, soit parce qu'ils étaient voisins. C'était une région qui n'était pas très, très grande. Et c'est de là que les tout premiers Chinois vont débarquer en tant qu'engagés, en tant que salariés. Et ils seront affectés à cette usine-là. Alors, je passe à l'image suivante. Ce qui est bizarre, c'est que là, vous voyez beaucoup de bâtiments. Tous ces bâtiments que vous avez vus dans le dessin n'existaient plus. Ils étaient déjà détruits. Il n'y en a que celui-là, où vous voyez le petit rond en haut, hein. J'ai mis ici une photo un peu plus grande. Il n'y a que celui-là aujourd'hui qui existe encore depuis cette époque, hein, des établissements Kervegen. Donc, les tout premiers Chinois vont être invités à travailler dans cet établissement-là. Lorsqu'ils arrivent à Saint-Pierre, le maire, qui est M. Jean-Baptiste Armanet ou Armanette, hein, il y a un chemin d'ailleurs au tampon qui monte vers la plaine des Caves qu'on appelle le chemin Armanette, hein, les sudistes doivent le connaître. Ce monsieur, il était maire de Saint-Pierre, il était notaire, donc il avait un gendre d'ailleurs qui va avoir beaucoup de chance, c'est un certain Henri Laurent Potier, dit Boisjoli, qui va avoir plein de terrain avec son beau-père à la plaine des Cafres. Il va construire plusieurs fermes différentes, une laitière, une autre pour élevage de chevaux, une autre pour élevage des moutons, et ainsi de suite, quoi. Ben, ce monsieur va mettre à disposition de ces tout premiers Chinois qui étaient arrivés à Saint-Pierre, une petite cabane, alors c'est pas celle-là, j'ai mis juste pour servir d'exemple, qui était en ville, à Saint-Pierre, mais la ville de Saint-Pierre, à l'époque, les maisons étaient très espacées les unes des autres. Il y avait beaucoup de palmiers, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, il y avait beaucoup de cours plantés. À l'époque, ce n'étaient pas les maisons resserrées comme on peut trouver aujourd'hui. Donc, cette petite cabane va être mise à disposition de ce tout premier Chinois qui vont se voir, enfin, leur groupe va se voir agrandir avec d'autres qui arriveront en janvier 1944. Et cette petite cabane va servir, et là on passe à la diapositive suivante, va leur servir de lieu de rencontre, c'est-à-dire qu'à la fin d'une journée de travail, ils se retrouvaient là pour raconter leur journée, comment ça s'était passé, bien ou mal, pour jouer du mahjong. Vous savez que les Chinois, ce sont des très grands joueurs, donc ils avaient le mahjong, ils avaient ramené ça. Donc c'était le moment aussi pour qu'ils puissent prendre un peu du plaisir. Et ils avaient amené avec eux la statuette de Guandi. Alors, dans cette région de Canton, à cette époque-là, Guandi était la divinité qui était adorée par tous ces ressortissants de cette région-là. Donc, Guandi, c'est une divinité qui vient de la dynastie des Han. Il est né en 160, il est mort en 220. Donc, c'était une divinité qui avait été tombée dans l'oubli, et puis avec le temps qui passait, d'autres Chinois se disaient, ah, mais on avait là un soldat qui était pétri de qualité, on a oublié toutes ses qualités. On va le ressortir de l'oubli, on va lui redonner sa place d'honneur, et au fur et à mesure, on relançait la popularité de Guandi, qui finissait par retomber dans l'oubli de nouveau, et finalement, c'est la dynastie Ming, après les années 1500. Lui, il était de la dynastie des Han, hein, qui va le divinifier, va le canoniser en quelque sorte. Donc, d'empereur, il deviendra une personne divine. Donc, je parle de Guandi parce que lorsque je viendrai à nos familles chinoises, vous allez voir que ils vont garder certains principes qui sont les principes même du guandisme, c'est-à-dire la valeur de la parole donnée, la fiabilité. Ça c'est un mot que de nos jours compte pour beaucoup. On passe à la diapo suivante. Alors,
Là, vers le mois de juillet de 1844, va arriver un contingent beaucoup plus important parce que là, c'était une dizaine, des fois c'était 12, des fois c'était 15. Là, c'est déjà une soixantaine d'engagés qui vont arriver. Et certains resteront dans les travaux de la commune de Saint-Denis, d'autres affectés aux travaux de la marine à Saint-Denis pour s'occuper de l'arrivée des bateaux, aménagement du port, chargement, déchargement docker, quoi, hein, ici, dans le petit port là, de Saint-Denis. Et puis d'autres seront affectés, et là c'est un peu plus surprenant, chez M. Perrichon, dans le cirque des Salazie, pour travailler la soie. Parce qu'il y avait une dizaine des Chinois qui savaient non seulement cultiver la magnanerie, donc c'est l'élevage de ver à soie. Alors le ver à soie, il est inféodé au mûrier. Le mûr, vous voyez les fruits là. Hein. Alors le mûr a été introduit dans l'île depuis longtemps, donc on avait déjà des mûriers partout. Donc une dizaine sera affectée chez M. Perrichon pour travailler la soie. Il y en avait en tout 14 ouvriers là-bas. Il y a une dizaine de Chinois et 4 autres qui n'étaient pas chinois. Le problème, c'est que la soie qu'on va produire du côté des Grands Îlettes, elle n'était pas blanche comme celle de l'Inde. Ça, c'est par rapport à la qualité de la soie elle-même. Elle n'était pas blanche, c'était un blanc cassé. Et cette soie-là n'avait pas le même succès que celle qui venait de l'Inde. Donc très vite, l'activité de M. Perrichon va péricliter. Et lui, il va avoir du mal à payer les salaires, il va avoir du mal à maintenir la cadence de production, et pire, certains de ces Chinois mécontents vont rompre leur contrat de travail unilatéralement. C'est-à-dire, j'en ai marre, je m'en vais. Il prenait son trousseau et il partait. Alors, il se mettait dans l'illégalité. On va passer à l'image suivante. Donc, j'aurais voulu, avant de parler de ces Chinois qui ont rompu leur contrat et qui se sont mis dans l'illégalité, de quelques particularités du guandéisme à l'île de la Réunion. Là, vous avez les temples, qui est le plus ancien temple chinois aujourd'hui à l'île de la Réunion. J'ai même fait le calcul, hein, il a 126 ans, puisqu'il a été inauguré en 1896. Lorsque vous entrez là-dedans, peut-être que ma zapette peut me servir au moins ah, ben voilà, c'est ça. Lorsque vous entrez là-dedans, vous allez trouver ces haricots-là qui sont sur l'autel. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé quand je suis allé pour la première fois là-dedans. On peut passer à l'image suivante. Là, j'ai ici l'image de M. Roland Chancon. J'ai mis parce que j'ai beaucoup apprécié ce monsieur qui, hélas, nous a quittés. C'était quelqu'un d'une disponibilité, d'une gentillesse énorme. Hein. À chaque fois que j'avais besoin de lui, il venait là, il m'expliquait, c'était un érudit. Donc, il m'a expliqué que ces haricots que vous avez vus et qui sont là, hein, ils sont là, là. C'était quelque chose de très utilisé lorsqu'un Chinois devait prendre une décision difficile. Hein. Vous devez avoir parfois dans votre vie des décisions à prendre. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Donc, il se rendait dans le temple, il prenait ces deux moitiés des haricots, il mettait des bouts, il lâchait. Si les deux moitiés tombaient du même côté, il pouvait le faire. Ah, il pouvait se lancer, c'est sûr qu'il allait avoir du succès. Mais s'il y en a une qui tombait à l'inverse de l'autre, là, il valait mieux pas se lancer dans cette affaire-là. Donc, c'est rassurant, hein, c'est peut-être de la sophrologie, je ne sais pas, c'est certainement psychologique. Mais voilà, on passe à l'image suivante. Et là, je pense qu'on va faire un saut sur Saint-Pierre. Parce que
dans les temples, l'ancien temple des Guandi à Saint-Pierre, parce que maintenant, la communauté chinoise et les Réunionnais en général ont eu un cadeau formidable que cette communauté a offert à la ville de Saint-Pierre à La Réunion. C'est un nouveau temple, un très grand temple des Guandi. Mais si on va dans l'époque, enfin, il est toujours là. Hein, ça, ce temple-là, c'est la petite cabane que le maire avait donnée aux 10 premiers Chinois introduits dans les champs et dans l'entreprise de M. Kervegen. Hein. Lorsque vous entrez là-dedans, vous allez trouver deux petites choses intéressantes. Une moque avec une centaine de palettes dedans numérotées. Alors, c'est numéroté en chinois et aussi dans les chiffres que nous pouvons lire, et un tableau avec des fiches. Alors, les Chinois qui ont un petit problème dans sa vie, parce que vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Des fois, on a quelques problèmes d'ordre familial, d'ordre financier, d'ordre de santé, que sais-je. Hein. Ah ben, les Chinois, quand il est dans cette situation-là, il va dans le temple, il prend cette petite moque, il la secoue, et forcément, il y en a une palette qui va être plus haute que l'autre. C'est celle-là qu'il prend. Ah, c'est la numéro 12. Donc, il va dans le tableau là-bas, et il prend la fiche numéro 12. C'est marqué en chinois, mais semble-t-il, il y a un livre là-bas avec la traduction en français pour ceux qui ne parlent pas la langue. Hein. Et la fiche numéro 12 dit il faut que vous donniez 5 € à une œuvre de charité. Ah oui, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas 5 €. Comment je vais faire? Eh ben, vous pouvez annuler cette fiche. C'est-à-dire il faut que vous passiez devant Guandi encore une fois, et à ce moment-là, il faut que lui fassiez une promesse qui doit être réalisée dans les 48 heures. Mais une promesse, c'est facile parce que c'est vous qui décidez. Vous n'allez pas faire une promesse des choses que vous ne pouvez pas, des choses qui échappent à votre capacité. Donc, je vais visiter un malade. Voilà. Donc, vous avez fait la promesse qui doit être tenue dans les 48 heures. Donc, vous avez droit à prendre une deuxième fiche. Alors, la deuxième fiche vous demande de faire quelque chose qui vous est possible de faire. Alors, du coup, vous avez 2 engagements. Un, votre promesse. L'autre, c'est ce que la fiche vous demande de faire. Et quand vous quittez le temple, votre souci, ce que vous avez amené dans le temple, est derrière vous. Maintenant, vous savez que si vous faites ces 2 choses-là, votre problème sera résolu. Voilà aussi quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé dans la croyance chinoise de Guandi et dans les différents temples. On passe à la suivante. Voilà, là c'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes dotés d'un bâtiment magnifique à Terre-Rouge à Saint-Pierre, qui a été inauguré donc en 2017. La plupart des têtes que vous avez vues dans la première image de notre communication, elles sont là. Hein, pour cette inauguration. Allez, on va à la suivante. On va revenir donc un peu à l'histoire. Et là, on passe déjà à la suivante. On est dans l'illégalité. Donc, ceux qui avaient quitté leur travail, qui avaient rompu leur contrat unilatéralement, forcément, ils étaient dans l'illégalité. Alors, ces Chinois-là, dont les premiers ont été les ouvriers de M. Perrichon, là-bas, à Salazie, certains vont envahir, vont occuper illégalement des terrains et vont commencer, aidés quand même par d'autres qui étaient dans la légalité, vont commencer à planter, je ne sais pas, des salades, vont commencer à faire des élevages de volailles. On peut passer à la suivante. Certains vont récupérer des matériaux. Alors, à cette époque-là, on recevait beaucoup de produits, un fer blanc, comme on dit, un bidon, le bidon de 18 litres, les carburants pour les voitures, les huiles, la graisse, Saint-Doux, tout ça, on recevait dans des bidons de 18 litres. Et alors, une fois qu'on avait utilisé les produits, ben, on éventrait ces bidons, on les aplatissait et on faisait des morceaux de tôle. Et avec ce morceau de tôle, on pouvait faire plein de choses, des petites grattes, on pouvait faire des balais gazon, on pouvait faire des brocs, des seaux, des arrosoirs, et même des maisons. On en a construit des maisons. À La Réunion, il en reste encore quelques-unes. C'est de là qui vient le mot bidonville, hein, parce qu'on faisait nos maisons à partir des bidons. Donc, certains Chinois, la majorité, dans un premier temps, lorsque les premiers ont pris la poudre d'escampette, ils fabriquaient ça et ils allaient vendre dans les propriétés qui étaient loin de la ville.
parce que s'ils allaient en ville, ils seraient pris par la police. Et ça rendait service parce que c'était des outils nécessaires à l'agriculture. Certains, on va passer à l'image suivante, qui auront la possibilité de travailler une terre qui était occupée illégalement, mais aidés par d'autres, et même par des non-chinois, quoi. Hein. Parce que, au fond, ces Chinois qui allaient colporter les objets qu'ils fabriquaient, qui allaient vendre de la salade, qui allaient vendre de la volaille dans les différentes habitations qui étaient éloignées de la ville, ils leur rendaient service. Parce que, supposons, M. Barrault, qui avait une ferme qui était loin de la ville, bah, il avait besoin d'aller acheter quelque chose. Il perdait une journée pour aller en ville chercher. Et là, les Chinois venaient lui vendre ça devant sa porte. Donc, et on a des récits qui sont savoureux parce que il y a des Chinois qui arrivaient montés sur des ânes et avec un deuxième âne où il y avait tout son artisanat accroché. Donc, ça faisait du bruit. Donc, dès qu'il approchait des propriétés, les chiens venaient aboyer. Donc, c'était toute une fête, quoi. Quand il arrivait avec ses brocs, ses seaux, ses arrosoirs, c'était quelque chose de fantastique. Il étalait tout ça sous un bas damier. Et puis voilà, on faisait du commerce de cette façon-là. Voilà comment nos premiers Chinois fugitifs, ceux qui avaient rompu le contrat et qui se trouvaient dans la clandestinité, réussissaient quand même à trouver de quoi vivre. On passe à la suivante. Ah, là, il va se passer quelque chose d'étonnant, et c'est une page de l'histoire de la Réunion que j'apprécie énormément. Parce que certains de ces Chinois vont être pris par la police. Ils étaient dans l'illégalité. Et ils vont être renvoyés en Chine. Mais alors là, une partie des Réunionnais, et non de moindre, parce que là, vous avez Monsieur des Châteauvieux, attention, Monsieur Joseph Sosten d'Armand, marquis de Châteauvieux, c'était un personnage de Saint-Leu. Lui, il va dire aux autorités, mais vous êtes fous. On est en train de renvoyer en Chine des gens qui nous rendent service. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais ils sont dans l'illégalité. Ah oui, mais il faut revoir ça parce que c'est pas possible. Là, il y a une erreur. Là, je l'ai fait à l'erreur, si on veut utiliser le langage créole. Ah, voilà, le procureur de la République, Auger Barbarou, va se lever contre ça. Le père François Escudé, vous savez qui était le père François Escudé? Madame Desbassins, à la fin de sa vie, avait fait construire la chapelle Pointue. Et un matin, très tôt, hein, c'était au mois de juin, c'était vers 3 heures du matin, elle entend frapper à sa maison de Villèle, là-haut, là. Ils habitaient là. Madame Desbassins, elle se réveille, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe à 3 heures du matin? Quelqu'un est là. Elle descend, elle ouvre la porte, elle voit un âne et un curé mouillé parce qu'il pleuvait, il faisait froid, mois de juin. Le prêtre, il descend, alors confondu, gêné, en disant, Madame, pardonnez-moi, mais je suis transi de froid et de faim, il faut que vous me donniez du secours. Elle, non, 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 ne parlez plus rien, c'est le bon Dieu que vous envoie. Comment ça, c'est le bon Dieu qui m'envoie? Non, non, je viens de terminer une chapelle et j'ai besoin d'un prêtre. Ah, mais je ne peux pas. Je suis menacé par des pascalistes, par la famille Ouareau de Saint-Louis. Je dois prendre le premier bateau parce qu'ils ont promis de me tuer si je ne pars pas. Elle dit, non, non, ne vous inquiétez pas. Comment vous appelez-vous? François Escudé. Père François, rentrez ici, là. Et là, elle va lui donner du linge sec. Certainement, elle va lui faire quelque chose, un café, que sais-je. Bon, elle va dire, demain matin, je vais voir le gouverneur. Ah, là, le curé a dit, oh, une dame comme ça qui peut aller voir le gouverneur comme ça du jour au lendemain, c'est quelqu'un d'important. Et c'est comme ça qu'il va devenir le premier prêtre de la chapelle Pointue. Eh bien, lui aussi, le père François Escudé, s'est levé contre cette affaire qu'on était en train de renvoyer en Chine des Chinois qui nous rendaient service. Après, il reste Joli Potier, hein, le gendre du maire de Saint-Pierre qui a donné aux Chinois le premier lieu. Et puis M. Loupi, Ernest Loupi de Saint-André, qui était devenu riche avec la pollinisation de la vanille par Edmond Albius, qui était encore là, lui. Donc, c'était quelqu'un de connu. Donc, tous ces gens-là vont protester. On passe à l'image suivante. Et finalement, il y aura une amnistie générale.
Et tous ces Chinois qui étaient dans la clandestinité pourront s'établir légalement, et c'est là qu'on va voir apparaître les toutes premières boutiques dans notre territoire. Et alors, ces Chinois-là, ils vont être très intelligents. Voilà, la première boutique nous est signalée en 1858, mais d'après Gilles Gérard, qui est un historien, elle était là déjà 5 ans avant, hein, cette boutique. Et il y en avait certainement d'autres qui existaient avant aussi. Mais l'ouverture des boutiques, c'était une gêne pour certains créoles possédants, en disant ils ne peuvent pas faire du commerce quand même. Eux, ils sont venus ici pour travailler, pas pour être des commerçants. Et là, il y aura encore un autre débat. La justice va être encore mise en contribution et finalement, on va les autoriser à faire ce commerce-là. Et on passe à l'image suivante. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a une boutique qui est dans les écarts. Qui vit dans les écarts? C'est des pauvres, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Donc ces gens-là, quand ils allaient à la boutique, ils n'avaient pas les moyens d'acheter. Donc qu'est-ce que les Chinois vont faire? Ils vont vendre dans des très petites quantités. Une cuillère de graissin doux, un petit morceau de morue, une bougie, une cigarette, quelques allumettes. Pour ceux qui voulaient s'habiller un petit peu parce qu'il y avait une fête ou quelque chose, la brillantine. Hein, la brillantine, ça c'était quelque chose d'important. Ou alors le parfum Pompeia. Les femmes, ça c'était le parfum à l'époque. Hein, voilà. Les Chinois vont s'adapter. On passe à l'image suivante. Parce qu'il y en a qui n'avaient même pas les moyens de payer ça. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Chinois? Le crédit, le carnet. Il y en avait deux. On marquait dans le carnet ce qu'ils avaient pris. La maman, souvent, faisait une liste, hein, et alors, lui, il couchait dans les deux carnets, un qui rentrait à la maison à l'autre, et il payait les Chinois quand ils avaient l'argent, soit du salaire, soit de la récolte. Donc, cette communauté chinoise-là, ces premiers Chinois qui sont venus, qui se sont mis dans la clandestinité, qui ont été réintégrés dans la société, ont énormément contribué au développement économique de l'île de la Réunion. On passe à l'image suivante. Ah, donc là, on va pas changer de sujet, mais on va commencer à vous parler de tranches de vie de certaines familles chinoises. Alors, la première famille chinoise, si on passe à l'image suivante, c'est la famille Shanliat. Moi, je me suis renseigné sur cette famille par l'Internet. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer quelqu'un de la famille, mais l'Internet aujourd'hui peut nous donner des choses importantes et souvent surprenantes. Ça m'a frappé parce que vous savez comment cette famille Shanliat qui s'est distinguée. Alors, ils ont réussi admirablement leur vie matérielle, hein, dans l'industrie, dans le commerce, tout ça. La plupart des Chinois, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le côté qui m'intéressait pour ma communication aujourd'hui, c'est le sport. Parce qu'il y a un jour, nous sommes en 1967, les Shanliat habitaient à côté du cinéma Plaza à Saint-Denis. Donc, de temps en temps, ils allaient au cinéma, toute la confrérie, hein, là, ils étaient 3 ou 4 frères. Là, en l'occurrence, ils étaient 3. Et à l'époque, il y avait un entracte. À un moment donné, le film s'arrêtait, mais le cinéma n'ouvrait pas les portes parce que les cinémas voulaient maintenir tout le monde là pour qu'ils achètent à manger, à boire, vous savez, les pop-corn et tout ça, dans le cinéma lui-même. Mais comme les Shanliat habitaient à côté, ils avaient un subterfuge. Ils pouvaient s'éclipser et partir, aller manger chez eux. Sauf que ce jour-là, quand ils sont revenus pour voir le reste du film, les vigies n'ont pas voulu leur laisser entrer. Mes amis, il y a une bagarre qui a éclaté à ce moment-là. Je ne sais pas qui a eu l'avantage. Mais je pense bien que c'est les frères Shanliat parce qu'il y avait Georges, qui était l'aîné de cette bande, qui était un catcheur. Le catch, à l'époque, on est en 1967, hein, c'était un sport très populaire à l'île de la Réunion. J'ai plein les vigies. On ne sait pas s'ils ont pu voir la fin du film, mais c'est à partir de cette bagarre-là, quand ils sont rentrés à la maison, que le patriarche, Louis, va dire à ses enfants, écoute, je vous lance un défi. Vous voulez la bagarre?
Moi, j'aimerais que vous puissiez faire ça avec de l'art. Choisissez un art martial et devenez les meilleurs du monde. Chiche, ils ont dit. Et là, François, qui était bien jeune, il a trouvé un livre d'un japonais qui s'appelait euh, Oyam. Donc, il va acheter ces livres. Il y avait aussi M. Kerbidi, qui était un créole réunionnais, qui donnait des cours de karaté. Donc, ils vont commencer par là. Ils vont s'appuyer un petit peu sur la connaissance de M. Kerbidi. Ils vont prendre des conseils des Oyam, le maître, et ils vont aller, mais à fond la caisse. C'est-à-dire que la fiabilité, quoi. Ils ne se contentaient pas du bon, ils voulaient l'excellent, ils voulaient la quintessence. Alors, je passe sur les palmarès des frères et sœurs, parce qu'il y a Marina Chandliat, des grands champions, très grands champions. Ils ont réussi merveilleusement. Et dans cette image, il y a le nom de la famille là, mais j'ai tenu à mettre aussi celle du Lysignas, Alix Caro, Patrick Mazaka. Ce sont des noms que vous avez entendus déjà. C'est-à-dire leur passion, leur sport va devenir tellement important sans aucune barrière. Ils acceptaient tout le monde dans les différents clubs qu'ils ont ouverts. Il y en avait un à Sainte-Clotilde, il y en avait un autre au Chaudron, il y en avait un autre à Saint-Jacques. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 licenciés. Il y a plus de 250 clubs qui pratiquent le karaté à l'île de la Réunion. Et ça, à cause d'une famille chinoise qui a su prendre à bras le corps une passion et amener ça au degré de la quintessence. On passe au prochain. Alors, là, c'est une image qui regroupe deux restaurants. Là, je ne vais pas m'attarder. Mais ce sont deux enseignes qui sont devenues des franchises. Aujourd'hui, les restaurants des bons enfants, qui a été fondé par un Chinois, qui était Sam Min, et puis les restaurants du Cap Méchant, dont le fondateur c'est Zico, dont la maman est une Chinoise. Et ils ont réussi admirablement. Aujourd'hui, c'est des franchises, vous trouvez partout ces restaurants-là. On passe un peu plus loin, la prochaine. Ah, là, je vais commencer à vous parler de cette famille du Sud. André Aochong. Alors, ce qui est intéressant, et on parlait avec Aline, souvent les Chinois, ils ont deux prénoms. Et parfois même, prénom et nom, quoi. Hein. Et parfois même trois, hein, selon la région, selon la traduction, selon le gars qui était là le jour de... Bon. Alors, M. Oshong était connu aussi par le nom Asun. Il est arrivé de Chine, il avait 16 ans. Il va être accueilli par la famille Afa au tampon, donc la fameuse solidarité chinoise. Il va faire connaissance d'une Saint-Péroise, Marie Tsang King-san. Il va se marier 10 ans après, donc il avait 27, elle avait 10 de moins, et ils vont s'installer au royaume du vétiver, qui à l'époque était petite île. Ils vont ouvrir une boutique, c'est la maison que vous voyez dans la photo là. Et pendant que Marie s'occupait de la boutique, André, il va commencer à s'intéresser au vétiver. Ça existait déjà, hein, des cultures de vétiver, des alambics et tout ça dans la région. Hein. On passe à l'image suivante. Ah, le vétiver, c'est un travail de forçat. Quand je suis allé là-bas discuter avec des créoles qui avaient travaillé pour la famille Aochong, ils ont dit, ah, monsieur Roquel, ça, c'est un travail de forçat. Là, il faut qu'on prenne la pioche, qu'on tape la pioche dans la terre, il faut renverser des mottes qui font 20 kilos. Il faut ensuite couper avec un couteau bien aiguisé les feuilles pour que ces racines renversées puissent rester une quinzaine de jours au soleil pour se déshydrater
mais souvent on a la pluie. Et quand il y a la pluie, ben, c'est du retard pour les séchages. Et il y en a un qui m'a même donné un détail qui n'est pas très joli, mais c'est l'histoire. C'est-à-dire, quand il y en avait 5, 6 jours de pluie ininterrompue, eh ben, ces travailleurs du vétiver se retrouvaient dans la boutique à boire du rhum. On buvait un verre, on buvait 2 verres, 3 verres, et puis après, les méfaits de l'alcool. Ça, il y avait aussi dans cette région-là. Après, les soleils revenaient, comme par enchantement, on retrouvait les champs, on allait de nouveau faire ce travail de forçat, prendre ces mottes des racines pour amener à la distillerie. C'est un travail des titans. Alors, il y en a un qui m'a dit aussi, mais monsieur Roquel, certaines institutrices utilisaient des petits bâtonnets de la feuille du vétiver pour pouvoir enseigner aux élèves l'arithmétique. Ils faisaient des comptes en utilisant les petits bâtonnets. C'était un moyen pédagogique. D'autres prenaient ces feuilles, ils tressaient ces feuilles, ils faisaient des petits moulins, ils faisaient des petits fauteuils, des petits cases. Les mamans faisaient souvent avec la feuille du vétiver des sacs, des chapeaux. Un artisanat, c'était un plus pour la famille, c'était un moyen de ramener quelques francs supplémentaires aux revenus. Et après, on va arriver dans l'image suivante, et vous allez voir le vieil alambic. Voilà, ça, c'est une alambic traditionnelle. C'est-à-dire, dans cette cuve-là, on met environ 300 kilos de racines de vétiver, qui a été déjà déshydraté au soleil. Hein. Ça a été déshydraté au soleil. Là-dessous, il y a du feu. Là, il y a un tamis, là. Il y a de l'eau, là. Donc, le feu fait bouillir l'eau, et ensuite, la vapeur va monter, va traverser les racines, va passer dans ce tuyau-là, va rentrer dans ce vase qui a au moins 14 mètres de tuyau, un serpentin comme ça, et il va sortir ici dans le vase florentin. Et comme l'huile est plus légère que de l'eau, c'est là qu'on va faire la séparation. Alors, il faut 300 kilos de racines pour arriver à 1 kilo d'huile essentielle. Quand le séchage a été bien fait, quand les racines sont de bonne qualité, mais parfois, en mauvaise saison, si la pluie est tombée et qu'il n'est pas bien sec, c'est beaucoup moins. Parfois, il faut 1 tonne de racines pour pouvoir faire 1 kilo d'huile essentielle. Donc, c'est une activité un peu aléatoire, mais elle rapportait en moyenne 4 fois plus que la canne à sucre. Et c'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs se donnaient à cette difficulté-là. On passe à la suivante. Ah, là, M. André Hassoun, Aochong, va avoir l'idée de se servir des conseils de M. Luc Le Sport. Moi, quand j'ai discuté avec Alex Aochong, quand il m'a raconté l'histoire de ses parents, il m'a dit, il faut que vous parliez de M. Lesport, parce qu'il travaillait dans l'usine de Grand-Bois. C'était quelqu'un qui connaissait la distillation. Donc, il va être d'un grand secours, d'une grande aide à M. Auchong pour le développement de cette industrie du vétiver. Et là, c'est Madame Auchong, c'est Marie qui souvent sortait de la boutique pour aller dans les champs. Voyant toute la difficulté, je vous ai dit que c'est un travail des titans, hein, c'est des forçats. Donc elle dit non, mais il faut un tracteur. Il nous faut un tracteur. Donc là, elle va faire le nécessaire pour faire venir un tracteur de marque Deutsch. Alors ce tracteur-là va remplacer plusieurs ouvriers, parce qu'alors lui, quand il passait, il arrachait tout sur son passage. Très vite, d'autres agriculteurs qui avaient un peu plus de terrain ailleurs, tout ça, ont dit, Madame, est-ce que je ne pourrais pas avoir un tracteur moi aussi? Donc là, elle va faire venir un deuxième, un troisième, un neuvième, un 10e tracteur. Et elle va devenir, sa famille va devenir finalement représentante de cette marque à l'île de la Réunion, parce que eux, en 8 ans, ils ont eu 7 enfants. Mais il va arriver un drame. On va voir la prochaine image. Là, comme ils ont augmenté la production avec les tracteurs, ils vont créer carrément une usine. Et là, quand l'affaire semblait vraiment prendre son envol, on passe à l'image suivante.
je vous laisse lire, un AVC importe André Assoun. Il était dans l'apogée, il était dans la force de l'âge. Son entreprise commençait à produire, commençait à être rentable, elle commençait à faire vivre des dizaines d'autres familles qui travaillaient avec eux. Et bien à ce moment-là, voilà que le pauvre André meurt. Vous imaginez le deuil, ça a été très dur, surtout pour Marie, parce que Marie, elle avait un premier enfant qui avait 11 ans et un autre qui venait de fêter son premier anniversaire. Ils étaient 7. Et là, cette Marie-là, c'est une femme courage, parce que non seulement aidée par la famille, par la solidarité chinoise que nous connaissons bien, tout le monde va l'épauler. Elle va dire non, non, baisse pas le bras, il faut que tu continues, c'est la volonté de ton mari, et elle va continuer. Et vous allez être surpris. On passe à la diapo suivante. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Elle va se dire, le chemin de fer, on est au début des années 60 là, hein. Le chemin de fer commençait à vendre en pièces détachées les wagons et les locomotives. Donc, elle va acheter des chaudières des locomotives. Donc, une chaudière de locomotive pouvait faire marcher 3 alambics en même temps. Donc, là elle a multiplié par 3 la rentabilité. Après, elle va acheter la chaudière de la Virginie. Carrément, c'était un remorqueur du port qui était mis au rebut. Là, avec la chaudière de la Virginie, elle pouvait alimenter 6 alambics. Donc, de 3, elle passe à 6. Après, elle va acheter la chaudière du Zarduna. Elle multiplie par 2 encore, c'est-à-dire que là, une chaudière pouvait faire marcher 12 alambics. Il y en avait 15 personnes qui travaillaient en permanence dans les alambics. On passe à la diapo suivante. Bon, je voulais que ce soit une autre, mais elle va venir peut-être après, hein. Ou alors, c'est peut-être pas mon dernier montage, mais c'est pas grave. Je voulais vous dire que ces chaudières étaient alimentées au bois d'acacia. Et il en fallait 1 tonne de bois d'acacia par heure. Et alors là, elle allait chercher du bois d'acacia et du charbon, partout. Partout où on pouvait couper avec autorisation, elle amenait là-bas. Mais c'est une ressource qui ne peut pas être pérenne. À un moment donné, il allait manquer du bois, parce qu'à chaque fois, on avait besoin de plus, de plus, de plus. Et là, Marie Auchong, elle aura une idée géniale. Elle va dire, je vais utiliser de l'huile de vidange pour faire fonctionner mes chaudières. Et là, elle allait dans tous les garagistes. C'était des huiles que les garagistes jetaient, hein. C'était des huiles utilisées, des huiles qu'on avait roulées avec. Elle récupérait ces huiles, elle filtrait et elle faisait fonctionner ces chaudières avec ces huiles-là. Mais là, nous sommes arrivés déjà dans les années 80. Donc, on va passer à cette image-là. Nous sommes arrivés à les années 80. Là, il y a 2 phénomènes. Je ne fais pas de politique, là, attention, hein. Il y a 2 phénomènes. Donc, 1960, c'est les débuts de la montée en flèche de la production industrielle de l'huile de vétiver. Pourquoi? Parce qu'on commençait à vendre des parfums masculins. Tous les parfumeurs vont créer une marque pour hommes. Et dans ces parfums-là, le vétiver est indispensable. Que ce soit Chanel, que ce soit Molineux, que ce soit Hermès, tout le monde a besoin du vétiver. Donc c'est pour ça que l'industrie Auchong s'est développée à la vitesse grand V. C'est pour cette raison-là. Et là, on arrive en 81, on commence à être concurrencé par Haïti et par Java, qui vont devenir dans le marché de cette denrée rare aussi performant que l'île de la Réunion et avec un prix de main-d'œuvre nettement inférieur. Donc, on va commencer à accuser le coup, là. Et après, avec l'élection de M. François Mitterrand et la mise en place du RMI, on ne trouvait plus de jeunes pour aller faire le travail des forçats et renverser les mottes de vétiver avec une pioche.
Les champs de vétiver vont être désertés. L'activité vétivère de Petite-Île va commencer à emprunter la courbe descendante. On passe à l'image suivante. En 1982, à 48 ans, Marie s'en va. Elle qui avait respiré les effluves de vétiver, elle qui était tout le temps dans la vapeur des distillations, elle qui était au four et au moulin, c'est bien le cas de le dire, va payer de sa vie son travail. Mais les enfants, ils étaient à la bonne école. Ils étaient 7. Ils vont prendre la relève. Ils savaient que vétiver, c'était fini. On passe à l'image suivante. Et ils vont commencer à se développer, à se diversifier. Pour les tracteurs, ils avaient déjà. Sauf qu'ils vont prendre d'autres marques. Ils vont prendre des voitures. Ils vont diversifier leurs activités. Il y en a une qui est très connue aujourd'hui. On passe à l'image suivante. C'est l'environnement. Hein, les camions poubelles, mais pas que ça. Tout le monde connaît Auchan Environnement aujourd'hui. Voilà, donc je tenais à vous raconter cette saga familiale qui est admirable, autant par la solidarité familiale, par la solidarité de la communauté chinoise, par la force de volonté. Quand on veut, on peut. Voilà, on peut résumer un petit peu à ça. On passe à la diapo suivante. Voilà, je tenais à mettre quand même la tête d'Alex parce que c'est grâce à lui que je peux vous raconter cette histoire aujourd'hui. On passe à la suivante. Ah, alors là, on va sortir de Petite-Île, on va aller vers la plaine des Cafres. On va aller vers la plaine des Cafres. Là, nous sommes en 1938. Il y a un couple qui arrive de Chine. Alors lui, c'était un travailleur, c'était un monsieur qui avait plein de volonté, mais qui avait un peu dans la tête et beaucoup dans les bras. Hein. On l'appelait Alicon. Et il avait une femme qui venait d'une société un peu plus aisée de Chine. Elle avait sacrifié certainement une vie de la classe moyenne par amour. Et c'est important de parler de ça un 14 février. Elle avait accompagné son mari par amour. C'est une femme qui savait jouer du piano. Hein, ce n'est pas le pauvre petit Chinois du Meixiam là qui venait avec beaucoup de difficultés en ayant un peu dans la tête et beaucoup dans les bras. Non, elle était d'une famille aisée. Elle avait sacrifié cette vie-là. Elle a accompagné son mari. Ils se sont installés tout en haut, au 27e kilomètre. Il avait quelques réserves, quelques petites économies. Donc, ils vont ouvrir là une petite boutique. Ils vont commencer à travailler la boutique. Hein, vous avez vu la boutique là, hein, avec ces articles-là, vendant à de petites quantités, une bougie, 2 cigarettes, quelques bois d'allumettes. Alicon. Et ce Alicon, c'était quelqu'un d'une générosité. Moi, j'ai interviewé des gens qui l'ont connu. Tous sont unanimes pour me parler non seulement de lui, mais de madame aussi. Vous allez voir, on passe à la diapo suivante. J'ai pris les plus anciennes photos possibles de la plaine des Cafres, parce qu'en 1938, il n'y avait pas grand-chose là-haut. Il n'y avait pas grand-chose là-haut. Vous voyez, ça, c'est les bâtiments de l'APK, pour ceux qui connaissent la plaine des Cafres. Hein. Bâtiments de l'APK, il n'y avait rien là. Regardez ça. Ça, c'est la région de Boiscourt. Il y avait quelques moutons qui étaient par là, dans les parages. Ça, c'est la construction de l'auberge du Volcan. Madame Olivier, enfin à l'époque, c'était une autre personne qui s'occupait de ça. On passe à l'image suivante. En 1940, la famille Alicon et Alice verront leur premier enfant arriver. Ils avaient déjà un qui était resté en Chine quand ils sont venus. Ils ont confié leur aîné à la famille, qui était Tien Shim. Lui va venir à La Réunion quand il aura déjà 18 ans. Mais là, on laisse Tien Shim en Chine, d'accord, leur premier enfant. On est à la plaine des Cafres. En 1940, naît le premier, qui est ce garçon-là.
qui va se prénommer André. André, un prénom très aimé de la communauté chinoise. Mais il ne va pas s'appeler André Alicon, il va s'appeler André Tianakun. Et puis, dans la foulée, ils auront encore 3 autres garçons. Donc là, ils auront Alix, Eugène et Yvon. Vous voyez, dans cette image ici, ils sont tous pieds nus. Et le linge qu'ils portent, c'est maman qui faisait. On n'allait pas acheter dans le commerce, ça. C'est maman, on achetait des tissus et c'est maman qui faisait. On passe à l'image. Et là, par contre, si on peut revenir, hein, si on peut revenir. Là, dans cette image ici, moi, je suis ravi parce que j'ai pu mettre la main sur une iconographie très, très rare, quoi, hein. Là, vous avez Tianxim qui venait d'arriver de Chine. Donc, il a intégré sa famille et il va faire connaissance de ses 4 frères. Et là, il y a la maman, parce que on passe à l'image suivante. Un jour, j'étais en train de discuter avec André Tianakun sur sa famille, hein. C'est lui qui m'a donné tous ces renseignements-là. Il a dit, vous savez, je me souviens, je devais avoir 7 ans, le docteur Ignace Waro, qui a été le premier médecin résident à habiter la ville du Tampon, qui venait de Saint-Benoît, donc par une route qui était un terre battue, quoi. Il pleuvait des cordes, il avait une grosse voiture américaine. Eh ben, cette voiture, à un moment donné, va glisser et va s'encastrer dans le caniveau. C'était 18 heures, la nuit arrivait, il faisait froid. Impossible de sortir cette grosse bagnole du caniveau. Et là, Alicon et Alice, dans leur générosité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Docteur et son épouse venaient dormir chez nous. Mais ils avaient une petite cabane, il y avait 2 pièces. Tous les enfants dormaient sur un même lit. Et André me disait, je me souviens encore, il y avait un tapis rouge dessus. Eh bien, nous avons quitté tous ces lits, nous sommes allés dormir dans la réserve, là où on avait quelques marchandises. On a amené le tapis rouge avec nous et les docteurs Ignace et son épouse vont dormir dans notre lit à nous. Donc, il va raconter ça. Ça peut paraître rien, mais c'est une générosité qui est tellement normale chez ces gens-là qu'ils ne mesurent pas l'effort pour rendre service. On passe à l'image suivante. Ah, j'ai discuté avec ce monsieur-là, Jean, je vous laisse lire. Il parle du papa, hein, de Alicon, dans des termes, voilà, pour tout son entourage. Il a fait beaucoup de bien à la population, notamment pendant la guerre, où il servait ses clients sur carnet à crédit et souvent à crédit à perte de vue, parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas honorer à la fin du mois et qu'il fallait attendre 2, 3, 4 mois pour pouvoir payer leurs dettes quand ils payaient, hein. Donc voilà, il nous a quittés aussi, Henri. Alors, à cette époque-là, il y avait un dentiste qui venait une fois par semaine au tampon. Et ce dentiste, il était musulman. Donc, il fallait manger une nourriture comme les musulmans le font. Et quand il montait soigner des dents, il utilisait non seulement la boutique de Alicon comme cabinet dentaire, mais il mangeait et Alice préparait un repas halal pour Youssouf Patel. Et ça, c'est Youssouf Patel lui-même qui m'a raconté avant de quitter ce bas monde. Il préparait une nourriture halal parce que M. Patel venait manger chez eux. Vous vous rendez compte? On passe à l'image suivante. Voilà, vers la fin, probablement en 1958, je n'ai pas voulu insister là-dessus parce que j'ai vu que la disparition, on dit toujours tragique, hein, du papa de la famille Tianakun, ça leur fait beaucoup de mal encore aujourd'hui. Donc, je ne vais pas chercher de détails, mais lui, il meurt tragiquement, encore assez jeune. Et là, à l'instar de Madame Auchong, qui va se voir avec 7 enfants et sans son mari, Alice, pareil. Elle va voir avec ses 5 enfants et le mari qui est parti. Mais elle va tenir ses affaires d'une main de fer. On passe à l'image suivante. Il y avait à cette époque-là, quand les enfants Tianakun étaient encore adolescents,
ce monsieur, Jean Fontaine, qui était le directeur de l'ONF. Et l'ONF avait des forêts d'acacias là-haut, à la plaine des Cafres, où ils habitaient. Et on faisait du charbon à partir de ce bois. Le bois d'acacia, il a une densité excellente pour fabriquer du charbon, hein. Et il donnait du travail aux enfants de Tianakun. Et moi, j'en ai eu j'ai un ami qui habite l'entre-deux, dont le papa était collègue, enfant. Il a vécu, il a grandi avec Tianakun au 27e kilomètre dans ces années-là, 1950. C'était un rivière. Et il disait, oui, on fabriquait du charbon, on passe à l'image suivante. Et parfois, le jeune Rivière et le jeune André, quand les militaires quittaient leur camp d'entraînement de la plaine des Cafres, ils allaient passer en revue, parce que souvent il y avait des restes de choses. Ils trouvaient là-bas des boîtes de choses en conserve que les militaires n'avaient pas récupérées. Ben, ils récupéraient ça pour leur propre alimentation. Donc on voyait que la vie n'était pas facile à cette époque. À la plaine des Cafres, il fait froid aussi pendant l'hiver, hein. Les touristes souvent sont surpris avec ça. On passe à l'image suivante. Moi, j'aime beaucoup cette photo parce que vous voyez tout l'amour d'une maman. Et l'amour de cette maman-là, elle allait au-delà de ses enfants. Elle allait au-delà de ses enfants. C'est une femme généreuse. On passe à l'image suivante. Là, je parle d'Aline, pas Aline Kwan, mais Aline Picard, qui était enfant, qui vivait à côté, la famille Picard, hein, toute la plaine des Cafres, on a plusieurs des Picards qui habitent là. Mais c'est un exemple extraordinaire parce que cette Aline, elle n'était pas dans les besoins. Ses parents gagnaient bien leur vie, c'était des agriculteurs, mais elle s'était pris d'amitié, d'amour pour Madame Alicon, vieille femme, comme on l'appelait. Elle était tout le temps là-bas, au point qu'elle a appris à parler chinois. C'est pas banal, c'est pas banal. Elle va fréquenter cette femme, elle va aider dans les tâches ménagères, dans tout ce qu'elle avait à faire, dans son commerce, dans sa boutique, et elle finira par apprendre le chinois. Vous apprenez les chinois, vous savez que c'est pas simple, hein, il faut du boulot là pour apprendre une langue comme ça, hein. Donc voilà, Aline Picard, elle avait ces témoignages-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. On passe à l'image suivante. Ah, j'ai discuté là, il n'y a pas très longtemps, avec Françoise Avril, parce qu'on a détruit au tampon une maison. Euh, Là, c'est un cours encore, hein. Et alors tout le monde disait, ah, mais c'est pas possible, c'est encore un bout de notre patrimoine qui s'en va. Comment on ne bouge pas le doigt pour sauver ces patrimoines? Comment on laisse détruire une maison pareille? Et c'est la maison où Françoise Avril avait grandi, quoi. Donc elle m'a expliqué tous les problèmes, hein. Elle a dit, beaucoup de gens viennent vous donner des conseils, mais si je donnais cette maison à quelqu'un, ce quelqu'un-là n'aurait pas eu suffisamment d'argent pour entretenir cette maison. Ce sont des maisons qui demandent un entretien qui coûte très cher. Et les gens qui peuvent acheter un bien comme ça le font pour détruire et construire autre chose à la place. Donc c'était une propriété privée qui n'était pas inscrite. Et voilà. Donc aujourd'hui, la maison de Françoise Avril et Albert Avril, son papa, et ainsi de suite, va devenir un logement pour les seniors. Bon, mais passons, ça c'est un appendice. Elle montait un changement d'air chez les Badré, qui étaient voisins des Tianakun. Et elle me disait, Madame Alice les invitait souvent à manger chez elle. Et il n'y avait pas de bancs pour tout le monde, tellement que nous étions nombreux. Alors elle mettait des ballots de riz et on s'asseyait sur le ballot de riz pour pouvoir manger. Et c'est elle qui faisait à manger. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, elle a près de 80 ans, Françoise. Et ça, c'est des souvenirs. Voilà, elle est là, Françoise, elle est là. Voilà. Vous voyez l'âge qu'elle avait. Et à l'époque, on savait s'amuser quand même, hein, à l'époque, quand on montait un changement d'air. Regardez la pyramide. Voyez. On passe à l'image suivante. Moi, je suis presque à la fin de mes propos. Et je voulais parler d'André parce que dans la fratrie, tous ont réussi leur vie. Tianchim aura un local avec le vieux Lorion qui va lui louer
et il va avoir sa petite boutique qui existe toujours. Bon, lui, il a déjà il a réussi sa vie, il est très vieux, mais il a vécu toujours dans cette boutique-là. Il a perdu son épouse. Bon, passons, c'est une boutique très connue là-bas au Tampon, au 10e kilomètre. Après, l'autre va devenir médecin, l'autre expert comptable, et Eugène, c'est lui qui était le plus commercial dans la bande, hein. Donc, Eugène va faire développer plusieurs autres boutiques qui deviendront des chaînes de distribution aujourd'hui. Donc, dans les Super U, dans les Leclerc et tout ça, ils ont des investissements un peu dans toutes ces grandes surfaces-là. Et André va réussir dans la politique. Voilà. En 1976, il va déloger Paul Gervais, Polo Gervais, comme on l'appelait. J'ai connu ce monsieur. Il est mort à plus de 80 ans. C'était quelqu'un d'étonnant. À plus de 80 ans, Polo Gervais, il sautait dans les caissons d'une camionnette pour aller voir les cerfs d'une réserve que son gendre avait dans la région de la forêt du Volcan là-haut. J'étais étonné de voir l'énergie de ce monsieur. Et puis tout d'un coup, paf, une grippe et il s'en va. Bon. En 76, il prend la place de Paul Gervais. Et après, comme j'ai passé sur les palmarès de la famille Chandiat, je passe aussi sur les palmarès politiques d'André Tianakoun. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'histoire de la Réunion, nous avons deux personnages politiques de bords totalement différents qui ont le même palmarès. C'est Paul Vergès et André Tianakoun. Ils sont élus pratiquement sans arrêt depuis cette époque-là. Ils ont occupé pratiquement tous les postes électifs en politique. Donc là, on a une image d'André quand il était député, avec deux grosses pointures, là, la gourgue et le gros. Voilà. Non, et Paul Bénard, le gros, il est derrière là. Ici, c'est quand il était avec Luc Donat. Donc on est encore au début de la carrière politique d'André. Je passe à l'image suivante. Voilà, en 83, il va battre Paul Badré, qui était maire depuis 2 siècles et demi, hein. Paul Badré avait fait je ne sais pas combien de mandats. Étienne Hakoun, dans la force de l'âge aussi, hein, un petit Chinois dynamique. Moi, j'ai vu beaucoup de clubs des troisième âge se former, et les mamies de ces clubs de troisième âge considéraient André Tianakoun comme leur propre enfant. C'est mon petit Chinois. Il fallait voir l'amour que lui, il réussissait à dégager autour de lui. Encore une fois, parler de ces sujets ce jour, c'est pas, voilà, ça s'invente pas. Bon, la diapo suivante. Ah, voilà, vous avez toute une vie devant vous. Vous avez toute une vie devant vous. Voilà. Depuis les départs, en train de manger du cresson. Ça s'est passé à Grand Bassin. Après, lorsqu'il a été élu maire du Tampon, et une photo actuelle d'André Tianakoun. La suivante. Alors, j'ai mis là les familles dont on a survolé la biographie. On a parlé de Hassoun, Marie, Alicon, Alice, et la famille Chandiat avec Marina. Il faut pas oublier la petite Marina, hein, la reine du kata, et Gwandi. Pourquoi j'ai mis Gwandi? Parce que dans cette dernière diapo que je vous montre, dans cette dernière image que je vous montre, il y a un mot, on peut passer à la suivante, fiabilité. Voilà. Ces gens-là, tous, ils avaient dans leur ADN la fiabilité. Qui veut, peut. C'est en faisant des efforts, c'est en remontant de difficultés, parfois insurmontables, qu'on peut arriver, et qu'on peut arriver à un résultat positif, et qu'on peut rayonner, et qu'on peut faire bénéficier même les autres de notre propre valeur, de notre propre fiabilité. C'est un peu l'enseignement de Gwandi. Et on passe à la dernière image en vous remerciant pour votre attention.
Je pense qu'habituellement, on passe aux questions et réponses. Donc, c'est le moment que je redoute le plus. Des grâces, posez-moi des questions faciles. Ben oui, si on a du mal avec... Oui, il y en a une là. Oui. Alors, Madame Desbassins est morte en 1846. Donc, sa chapelle Pointue venait d'être inaugurée. Donc, elle n'a pas vraiment connu la diaspora chinoise. Parce que c'est à partir de cette année-là, ils sont arrivés en 44, 41, 46, elle n'a pas vraiment vécu. Par contre, son petit-fils, Frédéric de Villèle, qui est devenu administrateur des biens de la famille, lui, il était favorable à cette amnistie qui a été donnée aux Chinois qui s'étaient mis dans la clandestinité. Mais Madame Desbassins, c'est un exemple comme Madame Auchong, comme Madame Tianakun, parce qu'elle a perdu son mari aussi en 1800. Et pendant 46 ans, c'est elle qui va mener son affaire, une femme, encore une fois, des mains de maître pour porter au plus haut sommet. La première question, c'était toujours la plus difficile. Bon, elle a été faite. Hein, donc, peut-être en ligne, non? Alors, je sais pas. Non? Bon. Profitez parce qu'on ne se voit pas souvent, nous. Hein. Sinon, je te passe la parole. Bon, bah, écoutez, c'est la question. Je vous remercie de votre présence. Merci aussi pas du tout en fait, ce bilan. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vraiment, enfin, vous voyez, il y a vraiment un talent de raconter. Il y a aussi beaucoup de contenu. Hein. Là, il y a une conférence la semaine dernière avec l'édition. Et là, je peux dire que le point commun entre Ennis, Bockel et l'édition, c'est ça. Il y a d'abord la passion. Et alors, vous avez vu la minutie avec laquelle il a préparé. Les images ont été sélectionnées. Voilà. Donc, il a évidemment beaucoup plus d'expérience que vous, donc il a absorbé énormément de contenu, et ça, c'est très important pour rendre vivant les choses et transmettre les choses. Donc, on espère qu'avec cette séance, il y a une transmission d'un certain contenu, et que vous serez aussi voilà, communiqué à des personnes hors de la réunion, hein, puisque en anglais, en chinois, vous êtes censé toucher un public qui vient de l'étranger et ouvrir la réunion sur le monde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Hein. Merci pour être venu. Merci à Elise d'être venue pour le 14 février. Super. Passer les embouteillages. Très bien. Merci. C'est bien. Merci à vous. Je peux me déséquiper là. Voilà. Mais on continue en fait avec d'autres événements. On aura Linda Limousin et voilà, et d'autres personnes. Vous pouvez consulter notre programme ou nous écrire. À bientôt. Merci à vous tous. C'était passionnant. Voilà, pour les messages.